Bonjour à tous, je suis Philippe Landeux, l'auteur de la théorie dont il va être question dans cette vidéo. Et je fais cette vidéo parce que j'ai demandé aux gens qui adhèrent à ma théorie de faire une petite vidéo de présentation sur comment ils ont découvert cette théorie, pourquoi est-ce qu'ils y ont adhéré. Et donc il m'a semblé utile de faire moi-même cet exercice. Et d'ailleurs c'est un principe militaire, c'est que quand on donne un ordre, on l'exécute soi-même. En tout cas, on est capable de l'exécuter soi-même. Donc voilà. Donc j'ai mis au point un petit format et je vais me prêter à l'exercice. Alors j'ai 47 ans, je suis né à Montpellier en 1973, d'un père et d'une mère biologique. Je ne suis pas né dans une éprouvette, Dieu merci. Mon père était cadre dans une entreprise très connue. Ma mère était mère au foyer, j'avais une sœur, enfin j'ai une sœur toujours d'ailleurs. Donc ma mère s'est occupée de nous. J'ai grandi dans ce contexte-là, ou dans un petit village. Euh, Mes parents étaient, disons, socialisants. Voilà, ils votaient plutôt socialistes, mais pas plus politisés que ça. J'ai fait ma scolarité donc à Montpellier et je dessine d'ailleurs. C'est une chose qu'il faut préciser, puisque c'est la raison pour laquelle je suis monté à Paris en 1996 après mon service militaire, et avec l'intention de faire du dessin de presse. Du dessin de presse, donc du dessin politique. Avec mon idée était de remettre au goût du jour le patriotisme. Voilà, donc pas de ligne politique très définie, mais voilà. En tout cas, du patriotisme chevillé au corps. Alors, évidemment, le civisme, c'est moi je l'ai pas, disons, découvert, je l'ai inventé même. Ou, si on part de l'idée que le civisme n'est que l'application des principes universels de l'ordre social, je l'ai redécouvert. Quoi qu'il en soit, avant de mettre le doigt sur l'idée centrale du civisme, comme je l'ai dit, je n'avais pas d'idée très précise, j'étais très patriote, très antifasciste en fait. Pas dans le sens d'antifa, mais j'étais contre les systèmes dictatoriaux. Moi j'étais plutôt pro De Gaulle, pro résistance. Mon grand-père avait été résistant, donc voilà, la patrie, défendre la patrie, enfin tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Voilà, donc, mais toujours donc, ayant eu une famille plutôt socialisante, j'ai toujours pensé, en tout cas, au départ, me situer, enfin, aller plutôt vers des partis de gauche. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis d'ailleurs inscrit au parti radical socialiste, parce que moi je pensais ils étaient radicaux, hein. Je me suis bien vite rendu compte qu'ils étaient radicaux de rien. Et en fait, ça m'a assez dégoûté de la politique, hein. Socialiste, non, je pouvais pas, c'était pas possible. Là eux, c'était trop guignol. Et en fait, ce qui a fait vraiment mon éducation politique, c'est la lecture d'une biographie de Robespierre sur la Révolution. Donc, de Robespierre dans le contexte de la Révolution. C'est vraiment lui qui m'a éduqué politiquement, quoi. Puisque quand on connaît Robespierre, en fait, Robespierre faisait des cours de droit. Finalement, ses discours sont des cours de droit. Et c'est lui qui m'a initié en fait à la politique. Et c'est lui qui m'a amené, notamment, lui et la Révolution en général, qui m'ont amené à réfléchir et à me poser des questions générales sur la société. Et un jour, à me poser des questions sur le système monétaire et sur l'argent. Et donc, à la veille de mon déclic, j'en étais là. Comment j'ai découvert le civisme? Alors, donc, par rapport à moi, la question serait plutôt comment est-ce que j'ai mis le doigt sur le civisme? En fait, tout est parti, comme je l'ai dit, d'une réflexion sur l'argent. Comme beaucoup de gens, je me suis dit un jour, et si l'argent n'existait pas? Bon, très bien. Mais si l'argent n'existe pas, il y a forcément quelque chose d'autre qui existe. Mais quoi? Alors, moi, j'ai eu un parcours plutôt matheux. Et donc, un bon matheux, j'ai fait un truc carré, je me suis fait mon tableau. J'avais imaginé deux solutions.
Première solution, il n'y a plus d'argent. Voilà, on supprime la monnaie, voilà. Avantages, inconvénients. À l'arrivée, plus d'inconvénients que d'avantages. Autre solution, on base la monnaie sur autre chose, enfin sur quelque chose de réel. Par exemple, le travail. Des heures de travail donneraient droit à tant d'unités monétaires. Et là, pareil, avantages, inconvénients, je me retrouve avec plus d'inconvénients que d'avantages. Bon, donc je me dis que c'est pas ça. Cette réflexion, je me la suis faite, ça a dû être le 1er décembre ou le 2 décembre 97. Et donc, les deux solutions que j'envisage me paraissent assez bancales. Donc, bon, ben, je laisse tomber, en apparence, mais ça continue à tourner dans ma tête. Moi, j'aime pas trop l'échec. Je suis un peu obstiné, j'ai des origines avéronaises. Quand j'ai quelque chose, je ne l'ai pas au pied. Et donc, finalement, ça continue à tourner dans ma tête. Et en fait, c'est le 4 décembre 97, donc 3 jours plus tard, que j'ai mis le doigt sur une idée qui est absolument inconcevable, à savoir que un citoyen a le droit d'accéder librement au marché parce qu'il est citoyen. C'est la citoyenneté qui doit lui conférer le droit d'accéder au marché. Et donc, comme c'est la citoyenneté qui confère ce droit, elle confère le même droit à tous les citoyens, un droit qui est en théorie illimité. Et pour appliquer ce droit, il suffit de disposer d'un moyen qui permet aux citoyens d'attester leur citoyenneté auprès des commerçants. Quel moyen? Tout simplement ce qu'on avait déjà à l'époque, des cartes de crédit, enfin des cartes à puce. Donc il ne s'agit pas de de reproduire le système d'unité monétaire. Il s'agit d'utiliser la technologie qui existe aujourd'hui pour la mettre au service d'une autre logique, la logique sociale. Voilà donc comment j'ai découvert le civisme par hasard. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un concept qu'on ne peut pas penser, puisque j'utilise les mots citoyen qui, dans le contexte actuel, ne veut rien dire. Et d'après ce postulat, cela suppose évidemment que les citoyens ont le devoir de participer à la vie de la société, le droit d'accéder au marché et le retour de ce devoir. C'est pas comme dans certaines théories où vous avez droit à tout en échange de rien. Non, non. Là, vous avez des droits parce qu'en amont, vous avez des devoirs. Ce sont les devoirs qui font que vous êtes citoyen, et c'est une fois que vous avez la citoyenneté que vous pouvez accéder librement au marché. Et donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai senti tout de suite que c'était radical, que c'était totalement révolutionnaire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Et en quelques semaines, j'ai pondu ma théorie, qui en fait a évolué sur la forme, mais pas sur le fond. Toutes les idées qui servent à surmonter les obstacles qui se présentent, comme l'organisation des entreprises, la question de la retraite, la question du chômage, la question des échanges internationaux, la question du logement, enfin, tous les problèmes qui se posent si on supprime la monnaie, trouvent une réponse assez facile, et je les ai trouvés dans les quelques semaines après avoir eu cette idée-là. Voilà, donc tout est parti de là. Alors, j'ai déjà présenté le postulat de base du civisme, mais qu'est-ce que c'est le civisme? Je dirais que le civisme, c'est une théorie, pour le coup, c'est une vraie théorie. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre théorie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est un système qui repose sur des principes. Le système découle des principes. C'est pas des penchants comme ça. Non, c'est des principes carrés qui découlent d'une logique qui, a priori, c'est de la société. Tout part, en fait, du pourquoi est-ce qu'on est en société. À l'origine, on est en société parce qu'on est des êtres vivants, que par instinct de conservation, on s'allie avec des congénères. Et donc, pour assurer notre survie, se mettent en place des rapports qui sont ce que j'appelle les principes de l'ordre social. Et donc, le civisme repose sur cette logique-là, sur ces principes-là, et on s'aperçoit en fait que ces principes sont en totale opposition avec les principes, enfin, oui, on peut dire les principes qui sont en vigueur actuellement, et qui eux découlent de l'argent. Et en fait, le civisme permet de comprendre aussi, par opposition, ce qu'est l'argent, dans quel système on est. Et donc ça amène également une philosophie
par rapport au système monétaire. Il explique, le civisme permet de comprendre ce qu'est l'argent et qu'il définit, en tout cas donc que je définis comme étant la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger, croyance qui amène donc à recourir à des unités monétaires, des unités de valeur, donc c'est-à-dire de la monnaie, croyance qui entraîne donc l'existence du système monétaire, du capitalisme, que je définis moi comme étant le règne absolu de l'argent, l'argent n'ayant pas toujours eu un règne absolu. Le règne de l'argent peut être contré par des gouvernements autoritaires, et d'ailleurs les gouvernements autoritaires ont généralement un aspect social, parce que précisément, vu qu'ils veulent être plus forts que l'argent, eh ils sont donc obligés de contrer ce que fait l'argent, qui lui a des conséquences totalement antisociales. Et donc le civisme, c'est un corps de principe donc, sur la société, pour définir ce qu'est une société digne de ce nom, et également c'est une analyse sur le système actuel, sur la monnaie, enfin sur l'argent, la monnaie, le système monétaire, le pourquoi du comment, l'influence de l'argent et de la monnaie sur nos pensées, et donc sur nos actes, et donc sur le monde tel qu'il est. Voilà, c'est un ensemble de tout ça. C'est une réflexion en fait, c'est une réflexion globale sur le système monétaire et sur la société. Chose qu'on ne trouve pas, en fait, dans les autres théories. Le déclic, comme je l'ai dit, c'est cette idée que les citoyens doivent pouvoir accéder librement au marché parce qu'ils sont citoyens. C'est l'idée que j'ai eue le 4 décembre 1997. Ce qui m'a convaincu, en fait, j'ai été tout de suite convaincu. J'ai vu tout de suite la potentialité de cette idée. Et malgré tout, le matin, c'est un matin, j'ai fait un petit tour des librairies pour savoir s'il y avait des théories de système sans argent, ou en tout cas qui véhiculaient un peu les mêmes idées. Je n'ai rien trouvé et j'ai été tout de suite convaincu qu'il n'y avait rien. Et du reste, depuis que j'ai écrit cette théorie, donc ça fait maintenant plus de 20 ans, je n'ai trouvé aucune théorie qui s'approche du civisme. Ni dans ce qui est récent, ni dans ce qui est ancien. Aucun philosophe n'a développé des principes qui sont ceux du civisme. Je ne parle même pas de l'aspect pratique, ne serait-ce que du point de vue des principes. Ce qui s'explique d'ailleurs très bien, c'est que pour appliquer certains principes, il faut en avoir les moyens. Si on n'en a pas les moyens, on ne peut pas penser ces principes-là, puisqu'on essaie toujours de penser des choses que l'on peut appliquer. Si on ne peut pas les appliquer, on se dit que c'est impossible. Si c'est impossible, on renonce au principe lui-même. Et donc voilà, en fait j'ai été convaincu tout de suite. D'ailleurs, le matin même du 4 décembre 1997, c'est une chose que j'ai déjà racontée plusieurs fois dans certaines vidéos, 5 heures du matin, je sens tout de suite que ça a été... J'ai mis vraiment le doigt sur une chose importante, et j'ai appelé ma mère, 5 heures du matin, et je lui dis, maman, la révolution est née. Voilà, je pense que c'est un petit peu le signe que j'ai été convaincu tout de suite de la radicalité, du potentiel de cette idée-là. Alors déjà, le civisme répond à la plus grande des attentes, à savoir comment faire pour dépasser l'argent. Parce qu'il ne s'agit pas de supprimer la monnaie et vas-y que je te pousse. Non, là il y a vraiment quelque chose de cohérent, de clair, de posé. Quelque chose qu'on ne retrouve dans aucune théorie. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de théorie. Et évidemment, le civisme répond à quoi? À quelles attentes? Il satisfait l'égalité, égalité des citoyens en devoir et en droit, notamment en droit, parce que sans l'égalité en droit au niveau du droit d'accéder librement au marché, droit par lequel passent en réalité tous les droits, il n'y a pas d'égalité possible. Il n'y a pas d'égalité du tout. Un riche et un pauvre, non, qui ont accès au marché, donc via la monnaie, ne sont pas du tout égaux en droit. Alors ça d'ailleurs c'est une chose que le système est obligé de nier. Le système monétaire, on ne veut pas admettre que la monnaie n'est autre chose que du droit. Pourquoi on ne veut pas l'admettre? Parce que si on l'admet, ça veut dire qu'on est inégaux en droit. Or, comme on postule qu'on est égaux en droit, on serait amené à conclure que l'obstacle à l'égalité, c'est l'argent. Or, on ne veut pas remettre l'argent en cause. On ne veut pas le remettre en cause et on ne sait pas comment le remettre en cause.
c'est le serpent qui se mord la queue. Évidemment, c'est un système qui satisfait les conditions de liberté. Quand on accède librement au marché, on ne peut pas être plus libre. Alors évidemment, la liberté, c'est une liberté qui est en théorie illimitée et qui en pratique est forcément limitée comme toute chose réelle. Limitée par déjà, la nature des choses, par le produit commun, ce qui a été mis sur le marché. Ensuite, c'est limité par les envies personnelles, les goûts personnels, et puis c'est limité par le fait que les autres ont les mêmes droits. Donc en fait, tous les citoyens ont la même force, pour ainsi dire, pour se partager le marché, et donc ils se paralysent les uns les autres, ils se bloquent les uns les autres. Donc il y a des gens qui croient que parce qu'on est libre d'accéder au marché, il y a des gens qui vont tout prendre. Mais non, parce que tout le monde a le même droit, donc il n'y a personne qui va pouvoir tout prendre. Ça satisfait donc cette idée de liberté. Alors, évidemment, il y a liberté d'entreprendre aussi. Il y a une liberté aussi au niveau politique. Pour le coup, on peut avoir une vraie démocratie. D'ailleurs, le civisme distingue la citoyenneté de la nationalité. Là, j'ai parlé des droits économiques. Alors, évidemment, tous les citoyens ont les droits économiques, mais dans la cité, il y a aussi des gens qui ont la nationalité, qui s'acquièrent aussi en remplissant des critères et des devoirs. Parce que la nationalité confère des droits, les droits politiques. Et donc tous les droits doivent être mérités par des devoirs. Et en tout cas, en ce qui concerne les citoyens nationaux, ils ont des droits politiques très étendus, beaucoup plus étendus qu'aujourd'hui. Et ce sont vraiment eux qui gèrent la cité. Au-dessus de toutes les instances politiques, il existe une chambre que j'appelle le tribunal de l'opinion publique, et qui a pour mission première, c'est pas la seule mission, mais c'est la mission première, c'est de ratifier ou de rejeter les lois faites par l'Assemblée. L'Assemblée d'ailleurs, constituée elle-même constituée de députés, mais élue avec un mode de suffrage mixte, moitié par le suffrage majoritaire, moitié à la proportionnelle. Pour que des majorités puissent quand même se dégager, et que donc on puisse quand même arriver à des majorités, quoi. Et pour que ce soit... la proportionnelle, c'est représentatif, mais le système majoritaire, c'est pour satisfaire le côté pratique. Et il y a évidemment un gouvernement. Et gouvernement, donc président, gouvernement, et chambre des députés qui sont séparés. Et là, on nous parle toujours de séparation des pouvoirs, là pour le coup, ils sont vraiment séparés. Les lois que veut faire le gouvernement ne passent pas par le Parlement. Elles sont adressées directement au TOP. Et le peuple est réel. Cette instance qui représente le peuple, composée de citoyens nationaux tirés au sort, renouvelés par tiers tous les 4 mois, représente vraiment le peuple. En tout cas, c'est l'Assemblée qui représente le mieux le peuple, en dehors du peuple lui-même. Évidemment, beaucoup de sujets sont soumis directement à référendum. Donc, par exemple, donc le civisme répond aux attentes d'un Étienne Chouard, par exemple. Et en fait, toutes les attentes légitimes, le civisme répond à toutes les attentes légitimes. Le souci de l'écologie, le souci de l'environnement, le souci des anciens avec la retraite qui ne pose plus aucun problème. Vous êtes à la retraite, vous êtes toujours citoyen, vous perdez rien, etc., etc. Le problème du chômage, c'est un système dans lequel il n'y a plus de chômage. Pour une raison simple. Si tous les citoyens ont le droit d'accéder librement au marché, par définition, l'offre, qui elle est réelle, ne suit pas. Donc l'offre est en dessous de la demande. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas atteint le plein emploi, ben, l'offre peut augmenter et elle n'atteindra jamais la demande. Plus vous avez de travailleurs, plus vous avez de citoyens, et plus en fait le système est stable. Ça répond aux questions, par exemple, par exemple des femmes au foyer. Pas des femmes au foyer, les mères au foyer. Mais les mères au foyer participent à la vie de la société en élevant leurs enfants. Elles sont citoyennes. Un étudiant, quand il fait des études, pour peu qu'il réussisse, il est tenu de réussir sous peine de sanction, mais quand il fait des études, il est citoyen. Donc là, d'ailleurs, c'est un argument qui ne tient plus quand on nous dit, oui, mais on a fait des études, c'est bien, c'est normal qu'on soit mieux payé après. Oui, ben là, vous faites des études et vous avez tous les droits du citoyen. Bon. De toute manière, à l'arrivée, ou on est des citoyens égaux en devoir et en droit, ou on n'est pas des citoyens et il n'y a pas de société. Alors évidemment, s'il n'y a pas de société,
La question de la démocratie se pose pas, hein. On ne peut pas faire une démocratie sans société, hein. Et comme ça, d'ailleurs, beaucoup de choses. Pour que les choses soient en harmonie, dans ce qui est supposé être une société, ben, il faut que le système soit réellement social. Il faut que la société repose sur ses principes. Et le civisme répond à ça. Première chose, le civisme répond aussi à ce qu'est l'argent. Le civisme permet de comprendre le système monétaire. C'est en ayant une représentation d'un système non monétaire qui fonctionne, qui peut fonctionner, qu'on comprend ce qu'est le système monétaire. Tant qu'on n'a pas en fait un système viable en ligne de mire, on ne comprend pas en fait ce qu'est réellement le système monétaire. On peut comprendre certaines choses sur la monnaie, etc. Mais on ne comprend pas en tout cas le véritable ressort qui est, comme je l'ai défini, l'argent, c'est-à-dire la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Ça, c'est vraiment le civisme qui m'a permis de le comprendre. Et je l'ai compris d'ailleurs des années après. J'ai commencé donc à écrire fin 97, début 98. Ça, c'est une chose que je n'ai comprise qu'en 2000-2001, quand j'ai écrit Le Réquisitoire contre l'argent. C'est en écrivant ce bouquin que j'ai compris ce qu'était l'argent lui-même. Donc je comprends très bien d'ailleurs que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est l'argent. L'argent, ce n'est pas que la monnaie. C'est ce qui est en amont de la monnaie. C'est le pourquoi est-ce qu'on utilise de la monnaie. C'est cette croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Enfin, le civisme répond à beaucoup de choses. Ça permet de développer il développe une philosophie sur la société et une philosophie sur le système monétaire. En quoi le civisme me paraît supérieur aux autres théories? À tous les niveaux. Niveau pratique et théorique. Niveau pratique, un citoyen, pour accéder librement au marché, doit disposer d'un moyen d'attester sa citoyenneté, et comme je l'ai dit, ce sera une carte à puce, que l'on appelle carte civique, qui s'utilisera exactement comme une carte de crédit, sauf que la carte civique mettra en œuvre toute une autre logique, la logique sociale. Vous accédez au marché parce que vous êtes citoyen, et vous êtes citoyen parce que vous avez participé à la vie de la société. Contrairement à la carte de crédit, qui, elle, met en œuvre la logique monétaire, vous accédez au marché parce que vous avez de la monnaie, que vous avez en théorie gagné en travaillant, mais on sait bien aujourd'hui que, et plus ça va aller, d'ailleurs maintenant on parle de revenus universels, on va vous donner de l'argent contre rien, et puis de toute manière il y a toujours l'inégalité monétaire, donc c'est pas du tout la même logique. Ça permet d'appliquer les principes à très grande échelle. Et ce qui veut dire que le civisme ne tient pas le discours localiste, comme beaucoup de théories amonétaires, qui parlent de revenir à la communauté, mais dans le sens de petite communauté, de revenir à la nature. Alors j'ai rien contre le fait de revenir à la nature, mais enfin on ne va pas revenir vivre dans des yourtes, ou dans des grottes, ou dans des tentes, ou dans des caravanes, enfin c'est n'importe quoi. Ça, c'est le civisme permet une évolution, mais une évolution révolutionnaire. D'ailleurs, les théories amonétaires, en fait, n'ont pas compris les avantages même de sortir de la monnaie. Elles suppriment la monnaie, mais elles ont besoin d'en rajouter, d'en faire des caisses pour créer des avantages. Alors qu'en fait, le simple fait de sortir du système monétaire va ouvrir des perspectives totalement nouvelles et qui vont d'ailleurs souvent dans le sens des aspirations des gens qui veulent sortir du système monétaire, mais qui bon n'ont pas tout compris quoi. Et évidemment, il est supérieur, donc dans le sens où il pose clairement les principes de la société. Souvent, les gens qui veulent les systèmes non monétaires rejettent carrément la société elle-même, mais ils parlent de communauté. C'est-à-dire que pour eux, une communauté, c'est pas une société. Une communauté, il n'y a pas de principe. Donc ils se gardent bien de poser les principes. Sauf que les principes, s'ils les posaient vraiment, ben, ce seraient les mêmes que ceux de la cité. Et, comme je l'ai dit, le civisme permet de comprendre vraiment ce qu'est le système monétaire, comment il fonctionne et quels sont ses ressorts. Donc voilà, le civisme répond à toutes les attentes et il est carré à tous les niveaux. Donc il n'y a pas de comparaison possible.
Le civisme est par ailleurs la seule théorie qui soit patriote. C'est pas une théorie mondialiste, c'est pas la théorie de capitalistes qui s'ignorent, qui sont encore imbibés des idéologies capitalistes, des idéologies insufflées par l'argent lui-même, l'individualisme notamment, l'individualisme qui est le pendant du mondialisme. Quand on est individualiste, on ne conçoit pas on ne conçoit pas les nations, et donc on est sans frontiériste, mondialiste, immigrationniste. Et donc en fait, le civisme est la seule théorie qui soit donc sur une ligne. Donc il s'agit d'anéantir l'argent au nom de l'égalité et de la patrie. C'est un discours social et un discours national. Le civisme, c'est du libéralisme sans capitalisme. Le civisme est absolument unique en son genre. Il allie tous les contraires. Et il répond à toutes les aspirations. Et en fait, tout ce que l'on oppose au civisme, c'est toujours de l'idéologie. Il n'y a jamais d'argument. Depuis 20 ans que je défends le civisme, on m'a jamais opposé un argument. Hein. C'est un rejet en bloc, mais il n'y a pas d'argumentation. Il n'y a personne qui est venu m'expliquer non, mais les citoyens ne doivent pas être égaux en devoir et en droit. Personne ne vient sur ce terrain-là. Ah non, non, c'est pas possible, c'est ci, c'est ça. Mais personne ne vient sur la question des principes, parce que les principes sont béton. Les principes, les mesures qui en découlent. Voilà, c'est pas des mesures qui sont prises au doigt mouillé, en raison de nos penchants, en raison d'une idéologie. Non, non, les principes, des mesures. Aux sceptiques, que pourrais-je dire aux sceptiques? Finalement, je leur dirai encore une fois ce que je viens de dire, à savoir que la seule chose qu'ils peuvent opposer au civisme, ce sont leurs préjugés. Ce sont des préjugés et pas des arguments. Ce sont des penchants et pas des principes. Réfléchissez aux gens qui s'opposent au civisme. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je m'y oppose? Qu'est-ce qui fait que je m'y oppose? Qu'est-ce que je lui reproche au civisme du point de vue des principes? Si vous reprochez des principes, posez des principes. Mais quels sont donc vos principes? En fait, en creusant bien, vous verrez que vous ne vous opposez pas au civisme en raison de principes, mais bien en raison de préjugés ou de penchants personnels, de je ne sais quoi, mais qui n'a rien de solide. Sinon, que faire? Que faire? Mais lisez. Lisez. Lisez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... l'ouvrage de référence, c'est... Je l'ai ici, attendez, je vais vous le sortir. En fait, c'est un ouvrage... Il est un peu il a l'air volumineux, donc tout sur le civisme. En fait, ce n'est pas un ouvrage, ce sont 4 ouvrages. C'est un livre qui réunit donc 4 ouvrages. Le réquisitoire contre l'argent, le petit ouvrage dont j'ai parlé sur les principes universels de l'ordre social, évidemment la théorie même du civisme, et un ouvrage que j'ai fait par la suite, une fois que j'ai fait mon blog, dans lequel j'illustre en fait les concepts. C'est une chose que j'aurais pu faire, mais à laquelle je n'ai pas pensé quand j'ai écrit la théorie elle-même. Et le problème, c'est que les concepts sont souvent très difficiles à illustrer, et donc j'ai fait des illustrations au fur et à mesure, ça m'a pris pas mal de temps. Et à l'arrivée, j'ai pensé à réunir donc tous ces schémas accompagnés de textes dans un petit bouquin qui s'appelle le civisme illustré. Donc, lire, sinon, séparément, les bouquins sont ceux-là. Donc, le premier je crois que le premier dans le... Ah non, c'est pas le premier qui apparaît dans le bouquin. Donc, vous avez donc les principes universels de l'ordre social. Donc oui, c'est un petit bouquin, mais qui est en fait assez complet parce qu'il y a d'autres textes. Alors ça, c'était la première version, mais dans la version actuelle, il y a des textes complémentaires. On trouve notamment le manifeste des patriciens, qui est donc le manifeste des gens qui adhèrent au civisme. Et d'autres textes qui permettent en fait de comprendre comment appliquer les principes qui sont décrits. En fait, le premier ouvrage qu'on trouve dans tout sur le civisme, c'est le réquisitoire contre l'argent. Donc, c'est ce que je disais. Après avoir conçu le civisme, j'ai écrit la théorie, je l'ai même écrite plusieurs fois. Et puis après, je suis passé à un autre sujet, je suis passé à la question de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? D'ailleurs, c'est réquisitoire contre l'argent ou théorie de l'égalité. Ça permet de comprendre d'ailleurs aussi ce qu'est l'égalité, tout ça se tient en fait. Tout ça se tient soit parce que c'est lié, soit parce que c'est opposé. La théorie du civisme elle-même
donc on peut le trouver, tous ces livres on les trouve sur The Book Edition, ou on les trouve gratuitement sur mon blog. Donc là évidemment ce sera en format PDF. Si vous voulez du papier, là évidemment c'est payant, et ça ne passe pas par moi, ça passe par The Book Edition. Et le civisme illustré, c'est donc un petit ouvrage avec, comme vous voyez, des schémas, des illustrations. Voilà. Donc, être sceptique, c'est bien, mais critiquer en connaissance de cause, c'est quand même mieux. La remarque générale que je ferai, c'est que le civisme, c'est une théorie qui a des principes et qui sont clairs, qui sont clairement énoncés, contrairement donc aux autres théories et contrairement même au système monétaire qui n'ose pas énoncer ses propres principes. Les gens qui défendent le système monétaire se gardent bien d'énoncer les principes du système monétaire, quels sont les ressorts du système monétaire, quelles sont les causes, les conséquences et leur aspect social ou en réalité antisocial. Nous sommes supposés être en société. Une société, c'est pas n'importe quoi. Il y a des rapports entre citoyens, mais quels doivent être ces rapports? Est-ce que dans le cadre du système monétaire, ces rapports sont... On vit selon ces rapports. Est-ce que ces rapports sont respectés? Est-ce que ces principes sont respectés? Quand on nous parle de société individualiste, quand on voit les écarts de fortune entre les uns et les autres, est-on vraiment en société? Sommes-nous concitoyens? Moi, je réponds non. Peut-on avoir une société harmonieuse alors que nous ne sommes pas réellement en société? Je réponds non. Voilà, donc si vous répondez oui à ce genre de questions, bon, ben, c'est que vous êtes content du système. Mais les gens qui protestent contre ce système, pour moi, tant que vous ne protestez pas contre l'argent, au nom de l'égalité et de la patrie, ben vous parlez dans le vide. Hein. Pour conclure, je voudrais inviter les gens qui ont vu ma vidéo ou la vidéo de mes camarades et qui partagent évidemment ce constat, ces idées-là, qui adhèrent à cette ligne. Alors, si vous n'y adhérez pas encore, ben, renseignez-vous, lisez, allez sur mon blog philippelandeux.oefort.com. Et sinon, les autres, contactez-nous. Ne restez pas tout seul dans votre coin. C'est vrai que ces idées-là sont sans doute très en avance par rapport à leur temps. Pas de milliers d'années, hein. De quelques années, moi je pense de 10-15 ans. Mais le travail, il faut commencer à le faire. Il faut commencer à répandre les idées. Et pour ça, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc... Si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez visé, si vous sentez que le civisme répond à vos attentes, n'hésitez pas, rejoignez-nous.